Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Ce soir, on va parler des négociations commerciales. Ça y est, c'est parti. Bonsoir Nicolas Facon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le nouveau président de l'ILEC. Alors l'ILEC, La Voix des marques, c'est l'association en fait qui regroupe quelques 115 marques multinationales, les plus grandes marques, mais aussi des marques nationales, et qui, grosso modo, vous pesez à peu près 50 milliards d'euros de chiffre d'affaires cumulé. C'est 110 000 emplois, 500 000 emplois au total. Donc vous pesez lourd. Vous me direz, dans les négos commerciales, il faut me peser lourd, parce que sinon, on n'est pas grand-chose. Merci d'être là, parce que le moment est déjà important pour vous. Les négos, elles ont commencé officiellement le 1er décembre. Et c'est sûr que vous faites partie un petit peu du gibier, c'est-à-dire que entre les distributeurs, voire les agriculteurs, parce qu'on sent qu'il y a quand même, il s'est passé quelque chose. Et bien, qu'est-ce qui est en ligne de mire pour ces négociations commerciales? Ce sont les industriels de l'agroalimentaire, l'ANIA, et vous, les grandes marques, parce que c'est vous qui demandez qu'il y avait des exigences absolument colossales. On verra ça dans un instant. Juste un point, est-ce que le fait d'avoir cette situation politique où tout est bloqué, il n'y a plus de ministres ou que des ministres démissionnaires, est-ce que ça complique la donne ou pas? Ça complique la donne pour les entreprises, parce que ce que les entreprises détestent, c'est l'incertitude. Et c'est vrai que là, on rentre à nouveau dans une période de flou qui a démarré depuis le mois de juin. Donc il y a eu juin la dissolution, nouveau gouvernement en septembre, censure en décembre. Donc on a déjà perdu 6 mois. Oui. Ce dont les entreprises ont besoin, c'est un cap, une direction et des mesures. Et là, on va voir, effectivement, il va y avoir la loi spéciale qui va être votée, qui va être examinée, votée. Peut-être un nouveau budget quand on aura un nouveau gouvernement. Donc tout ça, ça crée de l'incertitude. Et c'est vrai que les entreprises, elles détestent ça. Elles ont besoin de visibilité. Elles ont besoin aussi de se projeter. Mais donc, est-ce que ça a une influence ? Ne serait-ce que sur les investissements, c'est-à-dire que savoir si on peut investir ou pas en fonction de quelle sera la fiscalité, quelles seront les mesures qui vont être prises pour corriger le budget, puisqu'on a un budget qui a un déficit abyssal. Donc voilà, il y a beaucoup d'incertitudes et ça, c'est vrai que c'est gênant. Est-ce que vous voyez déjà parmi vos membres, vos adhérents, est-ce qu'il y en a déjà, notamment des multinationales américaines, suisses, qui vous disent tiens, nous, on investit moins en France? Alors là, dans l'immédiat, non, mais c'est vrai que c'est toujours la difficulté. Expliquer en fait à un actionnaire qui n'est pas français la complexité de la vie politique française, de l'univers de la grande consommation, c'est toujours problématique pour les patrons de boîtes, de filiales, d'entreprises étrangères. Oui. Alors dans les tuyaux, il y avait beaucoup de choses. D'abord, il y avait ce premier comité de suivi des négociations commerciales avec les différents ministères. Ça devait se tenir le 17 décembre, donc la semaine prochaine. Ça a été annulé hier soir. Bon, c'est un peu logique, puisque les cabinets ministériels sont toujours en place, mais ils expédient les affaires courantes. Donc c'est vrai que c'est un des exemples de la situation dans laquelle on est, où sans gouvernement et sans ligne directrice, ces suivis-là, ils sont super importants, puisqu'on regroupe à la fois les ministères de l'agriculture, de l'économie, l'administration, les différents acteurs, c'est-à-dire à la fois les associations comme la nôtre d'industriels, les distributeurs, pour veiller de manière régulière jusqu'à fin février, de voir si les négociations se passent bien. Donc c'est vrai que là, on a un outil de régulation qui manque. Alors j'imagine qu'il va être à nouveau mis en place. Et vous pouvez pas le faire, vous, sans ministère, non ? On a besoin quand même de l'État, on a besoin du pouvoir public quand même pour veiller à ce que finalement la décision politique soit appliquée. Nicolas Facon, autre gros dossier qui était sur la table, je ne parle pas de la loi Egalim 4, 5, non, la loi d'escrozaille. Ça, normalement, il devait avoir quelques retouches à la loi d'escrozaille. La loi d'escrozaille qui finalement vous est plutôt favorable. Certains grands distributeurs voulaient que ça soit, qu'on fasse une croix dessus, ou est-ce qu'on en est là? Tout est mort là encore? Alors il n'y aura pas de réforme là pour les négociations qui ont démarré le 1er décembre, comme vous l'avez dit, et qui vont s'arrêter au 1er mars. Là c'est trop tard en fait pour bouger quoi que ce soit. S'il y a des choses à faire bouger, ce sera pour 2026, mais je dirais qu'il faut s'en occuper, maintenant. Alors la loi, est-ce qu'elle était favorable à l'industrie? Je pense pas. C'était plutôt des mesures de bon sens qui avaient été mises en place. C'est pas ce que disent ici même, évidemment, les grands patrons, les grands distributeurs. Oui, mais je pense qu'il faut sortir de ces polémiques-là. Je pense qu'il faut regarder au fond. Et en fait, le point, en fait, c'est de se dire, on a
s'il y a des choses à faire bouger dans la loi, il faut commencer par évaluer. C'est-à-dire qu'on a une habitude française, c'est qu'on fait des lois tous les 2 ans. Il y a les 8 dernières années, il y a eu 5 lois successives. Donc avant d'en rajouter une, je pense qu'il faut faire la première chose à faire, et les ministères sont d'accord, et l'administration aussi, je pense qu'il faut faire l'évaluation de ce qu'ont donné les lois, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et après d'ajuster. Et puis, une dernière chose, encore faut-il que les lois soient respectées. Et c'est là où on a un problème. C'est pour ça que la commission de suivi des négociations commerciales est hyper importante. C'est encore faut-il que les lois soient respectées. Et aujourd'hui, au moment où on se parle, en tout cas sur 2024, on s'est aperçu que les différents dispositifs de la loi étaient de moins en moins respectés. Par exemple, par qui? Quoi? Donnez-nous des exemples. Un point très important des lois Egalim, alors sans rentrer dans un détail trop compliqué, les lois Egalim avaient pour objectif d'assurer la pérennité en fait de l'agriculture française à travers le revenu, de sanctuariser le revenu des agriculteurs. Et donc, dans les négociations, la part de la matière première agricole ne doit pas être négociée entre l'industriel et le distributeur. On était l'année dernière, en 2023, à un taux de respect de 85%. On est tombé en 2024 à 67%. Donc, on voit qu'on est sur une pente descendante. Oui, mais du reste, il y avait encore un communiqué tout à l'heure, c'est la colère de la filière laitière, hein, donc qui se retourne en même temps contre des grands industriels qui font partie de votre association. Alors il faut comprendre la position des agriculteurs, c'est-à-dire qu'à la fois il y a eu les lois Egalim ont essayé de corriger des effets de marché qui étaient je dirais néfastes pour le revenu des agriculteurs, mais c'est vrai que ce qui s'est passé en 2022-2023, l'hyperinflation a touché aussi le monde agricole, avec des coûts de production qui ont explosé. Bien sûr, On a les industriels ont remonté le prix des matières premières agricoles, mais ça a juste compensé. Donc la problématique du revenu agricole reste toujours posée. C'est pour ça qu'aujourd'hui la colère des agriculteurs est toujours là. Oui, on y reviendra bien sûr, Nicolas Facon. Justement, si on regarde, parce que ces négos là, donc ouvertes depuis le 1er décembre, pardon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous avez toutes les grandes marques, toutes les multinationales, etc. Les industriels ont déposé leurs tarifs. Leur demande tarifaire. Leur demande tarifaire, voilà, oui. Exactement. On en est où? C'est quoi? Alors, c'est plus 7%, plus 8%? Non. Alors, les chiffres qu'on a, l'estimation qu'on a, c'est une médiane aux alentours de 4%, plus 4%, avec un écart entre 2,5 et 5. Ça recouvre des différences entre les différentes filières, les différentes catégories et les industriels. Quels sont ceux qui demandent le plus? Quels sont ceux qui demandent le moins? Parce que certains, je m'en souviens, j'ai rencontré des industriels, ils me disent, mais nous, on a un rattrapage à faire. Alors, c'est clair, on a un rattrapage à faire. Ou même là, regardez l'ANIA, donc qui est le plus gros lobby, l'industrie agroalimentaire. Ils disent que ces industries subissent une hausse des coûts de revient pour 2 entreprises sur 3, une dégradation des marges pour près d'une entreprise sur 2, malgré un besoin d'investissement croissant, parce qu'on n'arrête pas de le dire qu'il faut qu'ils investissent. Donc, l'ANIA en appelle à la responsabilité de la grande distribution. Vous êtes pareil. Alors, moi, je rejoins les propos de l'ANIA. Ce qui s'est passé en 2022-2023, un choc d'inflation qui a touché tout le monde. L'industrie, nos adhérents, ont eu une hausse des coûts de production de 4,5 milliards. Sur 2 ans, ils en ont répercuté que 3 milliards. Ça veut dire qu'ils ont absorbé 1,5 milliard d'inflation sur leurs marges. Et leurs marges ont baissé. Les tarifs, je disais à peu près une médiane à 4, à plus 4%. C'est constitué à la fois de hausse de matières premières, parce que certaines matières premières ont baissé, comme par exemple les céréales, mais pour le reste, si vous prenez le lait, par exemple, le prix payé aux producteurs laitiers, depuis 1 an, c'est plus 28%. Le beurre, c'est plus 63%. La viande... Quand on regardait Lactalis, ils ne proposaient pas plus 23%. Hein, j'ai cru comprendre. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans la politique de telle ou telle entreprise, ce n'est pas mon rôle, mais quand je regarde les chiffres de la filière, on est effectivement sur une revalorisation. On a la viande bovine qui est à plus 9, la volaille qui est à plus 9 aussi. Et puis après, il y a des choses comme le riz, alors ça pousse pas en France, qui est à plus 26. Vous avez le café qui a plus que doublé, le cacao également. Donc voilà, donc on a des phénomènes comme ça. Ok, donc... Oui. Et après, il y a les coûts de production. Parce qu'effectivement, on a ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est pour ça que le discours de la distribution qui demande des baisses, alors on avait entendu en septembre, certains avaient dit on veut des baisses de 10 à 15%, c'est complètement décorrélé de la réalité économique. Non, on n'est pas 10 à 15%, on est quand même à moins, mais on est sur une baisse parce que c'est ce que demandent leurs clients, les Français. Oui, mais en fait... Si on revient sur les coûts de production, les prix 2024 que paye l'industrie
l'électricité, c'est 74% plus cher qu'en 2021. Le gaz, c'est la même chose. Les salaires ont augmenté, en fait. Ils ont augmenté de 16% en 4 ans. Et c'est très bien, puisque ça a permis de suivre l'inflation. Mais alors, concrètement, donc vous, on a bien compris, autour de 4%, mais ça fait grosso modo entre 2 et 7%. Hein. Il y a des raisons, vous les expliquez là. Mais de l'autre côté, vous avez donc les distributeurs. Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on voit, il y a déjà des grandes marques. Je pense à Coca-Cola, qui fait partie de votre association. Il y a des grandes marques qui ont été déréférencées. Et il y en a de plus en plus. Et on voit bien que les MDD, les marques de distributeurs, comme on dit, sont en train de progresser de manière considérable. Donc il y a un vrai risque pour les marques reconnues, comme les vôtres. Oui, alors vous avez raison. C'est-à-dire que... c'est la guerre des marques, quoi. Alors, c'est pas la guerre des marques, c'est-à-dire que... Entre les MDD, enfin les marques de distributeurs face aux grandes marques reconnues. Alors, il y a eu un arbitrage des consommateurs en période d'inflation qui ont plutôt été vers les marques de distributeurs. Aujourd'hui, ça s'est calmé et les marques nationales reprennent, en fait. Et c'est normal. Combien, quoi En fait, la dernière période, les marques ont repris 1,7% de croissance volume. Et il y a quelque chose qu'on regarde qui s'appelle la montée en gamme. C'est-à-dire qu'il y a eu, en 22-23, les gens avaient plutôt tendance, pour certains, à passer de la marque à la MDD. Là, on retrouve un effet inverse depuis 7 mois. C'est 55 Non, les marques représentent à peu près 45% en fait de la consommation et les MDD 36%. Voilà, donc on a eu un phénomène d'arbitrage de correction, mais voilà, on reste sur des équilibres. Il y a eu combien de déréférencements ? Comment ? Il y a eu combien de déréférencements ? Ça, je peux pas vous dire parce que j'ai pas le chiffre, mais le déréférencement, en fait, ça veut dire qu'il y a un constat d'échec de la négociation et qu'on n'a pas trouvé un accord. Mais je dirais que d'une façon ou d'une autre, il y a bien un moment où, que ce soit un grand distributeur et une grande marque, il va bien falloir qu'ils se mettent d'accord. Donc c'est tout l'objet des discussions qui démarrent là depuis le 1er décembre et qui vont s'arrêter au plus tard fin février. Le point d'inquiétude qu'ont les industriels, c'est qu'aujourd'hui, en face de nous, il n'y reste plus que 4 clients. C'est-à-dire que vous avez vu le rachat de Cora Match par Carrefour, Casino par Intermarché. Donc il n'y a plus que 4 grandes Il n'y a plus que 4 grands clients. Vous avez en face, elles sont européennes. Voilà, vous avez 25 000 industriels et vous avez 400 000 agriculteurs. Donc on voit bien ce goulot d'étranglement et ce déséquilibre qu'il peut y avoir. Et il y a le point que vous nommez qui est très très important, et ça c'est vraiment un phénomène qui nous inquiète, c'est la délocalisation des négociations à l'étranger pour 3 centrales sur 4. Donc ça c'est vraiment inquiétant. Alors ça, les grandes centrales européennes, mais justement, quand on écoute Michel-Édouard Leclerc, voire d'autres, il dit ces grandes centrales, ça nous permet de massifier nos achats. Ça nous permet, en tous les cas, c'est l'argument de la fédération, la FCD, du commerce et la distribution, d'être fort par rapport à des L'Oréal, par rapport à des Coca, des Mars, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors moi j'apporte quelques nuances par rapport à ça. La première, c'est que quand on négocie dans ces centrales, ce ne sont pas les groupes mondiaux qui vont négocier, ce sont les filiales françaises. Et quand vous avez en face de vous un client français plus un client allemand plus un client espagnol, vous allez venir avec les 3 filiales. Donc voilà. Donc le rapport de force, il est toujours déséquilibré. Ces centrales d'achat, elles pèsent. Alors le chiffre d'affaires, tenez-vous bien, c'est entre 250 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Et massifier les achats, je dirais que c'est surtout massifier la pression que ces centrales mettent sur les industriels, puisqu'effectivement on vous dit, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, non seulement vous allez avoir des répercussions des sanctions en France, mais vous aurez en même temps des sanctions en Allemagne et en Belgique ou en Espagne. Donc on a un pouvoir de coercition qui est très très fort, qui est démesuré, qui peut entraîner toute l'industrie en déflation et avec des risques colossaux à la fois sur l'emploi et également sur les filières. Mais je dirais... Oui, mais à l'inverse aussi, eux sont face à des très très grands groupes, des groupes mondiaux, de taille mondiale. Oui, mais vous avez un écart de 1 à 100 en fait en termes de taille. Donc le déséquilibre est toujours là. Et puis après, ce qui est plus gênant, et ça c'est un vrai point d'alerte, c'est pourquoi est-ce que des produits qui sont fabriqués en France avec de la matière première française qui ne quittent pas le territoire de la France doivent être négociés à Bruxelles, Amsterdam ou Madrid. Ouais. La réponse, elle est simple, c'est pour échapper aux lois françaises. Donc là, on a un vrai problème. Ouais. Et on me dit qu'un tiers des contrats n'ont pas été signés à cause justement de ces centrales d'achat. C'est vrai ? C'est vrai. C'est vrai. Au moment où on se parle, les contrats 2024, dans ces centrales internationales, il y en a plus de 25% qui ne sont toujours pas signés, alors qu'ils auraient dû être signés cette année au fin janvier. Donc on a un vrai problème, effectivement.
Et alors, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ça veut dire qu'ils ne respectent pas la loi, et c'est pour ça justement qu'ils vont à l'étranger, c'est pour ne pas respecter la loi. Donc récemment, il y a eu des condamnations, ça a été le cas de Carrefour, ça a été le cas de Leclerc. Justement, j'allais y venir, oui. Donc ça, c'est une bonne chose, mais pour autant, ça n'empêche pas les centrales de continuer à négocier à l'international. Alors de l'autre côté, effectivement, Carrefour a été très lourdement sanctionné parce qu'il n'avait pas signé ses contrats avec les multinationales, et Carrefour dit ouais, d'accord, mais c'est parce qu'en fait les multinationales, elles ont joué la montre, elles ont laissé traîner les négociations. Non, il n'y a aucun intérêt à laisser traîner les négociations. Vous avez intérêt. Parce que du coup, à Carrefour, une grosse amende. Oui, mais il n'y a pas d'intérêt à laisser traîner les négociations. C'est-à-dire que si on regarde en France, là où la loi s'applique, vous avez toutes les négociations qui se sont terminées en temps et en heure. Et comme par hasard, à l'étranger, les négociations durent. Donc on voit bien, et le deuxième indice je dirais, du côté néfaste de ces centrales-là, c'est le fait que le respect de la sanctuarisation de la matière première agricole, c'est là où c'est le plus bas. On est sur un taux de respect qui est de 15 à 30%, quand en France, il est, je vous l'ai dit, aux 2/3. Donc on voit bien que ces centrales-là, elles sont faites pour détourner la loi. Ça veut dire, je reviens un instant sur un tiers des contrats qui n'ont pas été signés, c'est quand même énorme, un tiers des contrats. Ça veut dire que vous n'avez aucun recours possible? Non. Non. Parce que là, c'est au niveau des centrales d'achat, donc vous n'avez pas un recours contre Carrefour, Leclerc, Système U. C'est pas à l'industrie d'attaquer ses propres clients. C'est aux autorités compétentes d'intervenir. C'est qui les autorités compétentes? Il y a à la fois une. C'est en Belgique, c'est quoi? C'est le droit belge? Là, c'est la DGCCRF en fait qui est intervenue et qui a demandé, qui est française. Mais vous avez raison, il faut porter ce problème-là au niveau européen. Et cette inquiétude des industriels français, je peux vous dire qu'elle est partagée par les autres industriels des autres pays. Donc là, on a un sujet. Vous allez demander quoi sur le plan Ce qu'on va demander, c'est tout simplement, c'est que les lois du pays s'appliquent là où les pays sont achetés et vendus, puisque c'est le cas. Hein. Encore une fois, le produit qui est fabriqué en France, il ne passe pas les frontières, il reste en France. Donc il est normal que les lois françaises s'appliquent. D'ailleurs, c'est une demande des agriculteurs, puisque la FNSEA a demandé exactement la même chose. La question quand même, c'est un peu mal parti tout ça. Disons que c'est... Si en plus il n'y a pas de ministre de l'Agriculture pour mettre du rouage, un petit peu d'huile dans les rouages. Non, mais on espère déjà que la séquence du nouveau gouvernement arrive rapidement, et encore une fois qu'on ait une orientation des mesures, que ce qui s'est discuté depuis 3 mois, puisque ça a bossé quand même dans les cabinets ministériels, donc j'espère que ce qui a été travaillé sera repris et non pas annulé. Et puis derrière, encore une fois, on a besoin de régulation. On a besoin de régulation pour éviter des effets de marché qui sont trop destructeurs. Un mot sur le Mercosur. Signé comme vous regroupez des marques très différentes de tous les secteurs, j'imagine. Oui, j'ai pas d'avis parce qu'on a des entreprises de Normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Non, mais on a des entreprises qui exportent effectivement, puisque vers les pays d'Amérique du Sud, il y a des filières qui peuvent être touchées. Je pense qu'il faut comprendre l'inquiétude de certaines filières, comme la filière bovine, qui considère, et quand on écoute ce qu'ils demandent, c'est de dire on veut être avec une compétition égale, c'est-à-dire on a beaucoup de normes qualitatives environnementales en France, et c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, on veut que les produits qui rentrent aient les mêmes normes, donc des clauses miroirs, et qu'elles soient contrôlées. Et ça, c'est super important. Ouais. Confiant, pas confiant? Il faut toujours être confiant, parce que sinon il faut changer de métier. Non, mais il faut être confiant. Je pense qu'au-delà des négociations, je pense qu'il y a aussi un certain nombre de sujets qui sont très importants de remettre sur la table. C'est plutôt des sujets moyen-long terme. On a beaucoup parlé de souveraineté. Il faut parler aussi de compétitivité. Il faut parler d'attractivité et de transition. Voilà. Il faut encore 24 heures pour en parler. Merci beaucoup, Nicolas Facon, donc le patron, le président de l'ILEC, donc qui regroupe toutes ces multinationales. Tout de suite.